Édouard Martin, bonjour. Vous êtes député européen, socialiste et démocrate. On va parler d'aluminium, d'acier. Le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé jeudi de taxer, c'est ce qu'il dit en tout cas, à l'importation l'acier et l'aluminium qui vient d'Europe, notamment celui qui vient d'Europe. C'est pas rien. Il parle de 25% éventuellement pour l'acier et 10% sur l'aluminium. C'est quand même des chiffres extrêmement importants. Et il a dit, je crois samedi, que si l'Union européenne ne voulait pas marcher dans la combine, il fallait qu'elle abandonne. Si plutôt, pardon, je me trompe, si l'Europe voulait ne pas avoir à subir ça, il fallait qu'elle abandonne par ailleurs ses barrières douanières et réglementaires sur les produits américains. Sinon, en plus, a-t-il dit, en dehors de l'acier, en dehors de l'aluminium, on passera à autre chose, les voitures, l'automobile, etc. Alors déjà, pour qu'on comprenne bien, il y a un petit aspect évidemment technique, un grand aspect technique et industriel dans ces questions-là. Quelle est l'importance aujourd'hui de l'exportation européenne d'acier et d'aluminium vers les États-Unis? C'est important ou pas? Alors, je ne vais quand même pas minimiser ceux qui exportent de l'acier vers les États-Unis, mais sur le marché global, nos capacités de production européennes, c'est à la marge. C'est quoi? C'est 1,5 million de tonnes. Je rappelle que l'Europe produit environ 170-180 millions de tonnes. Ceci étant dit, ça n'est pas rien non plus, notamment, mais c'est l'Allemagne qui est principalement impactée parce que c'est elle qui exporte le plus vers les États-Unis. Mais au-delà de cela, même si Trump, sur la réponse qu'il apporte, la difficulté qu'il rencontre est détestable, la réponse est nulle, franchement nulle. Quelle est la question? C'est ça. La question de fond mérite d'être posée et que l'Union européenne, au lieu de sortir l'artillerie lourde comme l'a fait Juncker, comme l'a fait Malmström, entende un peu plus. Parce qu'en réalité, c'est quand même extraordinaire. Ce sont les inventeurs du libre-échange, de l'économie libérale, la plus libérale du monde, qui aujourd'hui disent, attendez, là, le libéralisme en outrance, ça ne peut plus durer, parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'acier et le secteur de l'aluminium, nous sommes quasiment à l'agonie. C'est-à-dire que il n'y a plus assez de capacité financière pour moderniser l'outil de production de l'acier et de l'aluminium aux États-Unis. Et donc ces taxes-là serviraient, si elles se mettent en place, à financer les investissements indispensables à la survie de cette industrie-là. Et donc je trouve, moi, que Juncker et Malmström dire on va taxer les Harley-Davidson, le jus d'orange et les Levi's, et les bords de cacahuètes, ça n'est pas approprié. La vraie question de fond, en tout cas de mon point de vue, c'est de dire effectivement, elle mérite d'être posée, c'est est-ce que l'OMC aujourd'hui est l'outil adapté pour réguler entre guillemets l'économie mondiale? Il ne semblerait pas, quoi. Moi, la réponse est de la question. Est-ce que les règles que nous nous sommes fixées ensemble, est-ce qu'elles sont encore aujourd'hui d'actualité? Pourquoi je dis ça? Et nous sommes là dans l'antre quasiment de l'économie libérale. C'est un peu ce que prônent les différents commissaires. La concurrence, c'est bon pour le consommateur. En soi. En soi, voilà. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas produire moins cher que moins cher. Et d'ailleurs, les Chinois sont tous en train de nous mettre d'accord, parce que la Chine est une économie qui est complètement planifiée, complètement subventionnée, notamment l'acier, l'aluminium, mais pas que. Et donc, ils mettent une pression terrible sur les producteurs d'acier et d'aluminium mondiaux. Et aujourd'hui, les premières victimes, ce sont les États-Unis. Mais si on continue comme ça, dans 10 ans, ça va être l'Union européenne. Et la vraie question derrière, c'est veut-on encore défendre notre tissu industriel? C'est ça la question de fond que pose Trump. Et c'est pour ça que je trouve que la réponse européenne n'est pas adaptée à la situation. Quelle est, pour y revenir en quelques mots tout de même, la situation de l'industrie sidérurgique à l'heure actuelle globalement en Europe? Alors on a eu les débats et les discussions avec la Chine bien entendu. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, nos sidérurgistes respirent à bon coup parce qu'effectivement, grâce au travail que nous avons fait, nous avons durci un peu plus les règles économiques, nous avons fortifié un peu les instruments de défense commerciale, mais ça c'est un coût ponctuel. Il faut qu'on regarde sur la durée. Les Chinois ont une stratégie sur le long terme. Là, on vient aussi, il y a quelques semaines, de négocier et en tout cas de ratifier l'accord, la réforme des émissions de CO2, où on a distribué des centaines de millions de tonnes de CO2, de droits à polluer aux industries sans contrepartie. Là, notre rôle à nous, ça aurait été de dire aux industries, ok, effectivement, il y a une concurrence déloyale, venant notamment de Chine, mais pas que, et on va vous aider à passer ce mauvais cap. Mais ces quotas gratuits qu'on vous donne,
ils ne doivent pas servir à être vendus sur le marché carbone pour que ce soit après redistribué sous forme de dividendes à vos actionnaires. Il faut qu'ils soient obligatoirement dédiés à l'investissement, à la compétitivité, à réduire les émissions de CO2, à avoir des technologies nouvelles et propres. C'est en cela qu'on aurait été perspicace et pas dire on va vous taxer les jeans, etc. Alors on parlait de l'état de la sidérurgie aux États-Unis, l'état de la sidérurgie du point de vue dont vous êtes en train de parler, c'est-à-dire du point de vue du renouveau, de l'innovation, etc. On en est où à l'heure actuelle? On se situe comment au niveau mondial? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire ou qui n'est pas fait? Alors si on prend la situation uniquement des États-Unis, les États-Unis sont dans une situation assez dramatique dans leur tissu industriel, c'est-à-dire que là aussi, lorsqu'il y avait des résultats, les chefs d'entreprise, au lieu d'investir pour moderniser l'outil de travail, ils ont préféré effectivement verser des dividendes. Et résultat des courses, la situation de 15 ans de désinvestissement, les États-Unis se retrouvent dans une situation où ils pourraient même disparaître. L'ensemble de leur production d'aluminium et d'acier pourrait disparaître parce qu'ils ne sont plus compétitifs sur le plan tarifaire et ils ne sont plus compétitifs, y compris sur le plan de la qualité. Et donc c'est pour ça, entre guillemets, Trump sort son drapeau et dit hop, je vais taxer et cette taxe-là va nous permettre à nous de moderniser notre outil industriel qui est obsolète. Eh bien, ça doit nous servir de leçon. Il faut qu'on anticipe, n'attendons pas de se retrouver dans une situation telle que les États-Unis, parce que sinon... Telle que nous, la situation dans laquelle vous êtes trouvés, on s'est trouvés. Exactement. Sinon, dans 5 ans, dans 6 ans, ceux-là même, les chefs d'entreprise viendront ici en disant aidez-nous, on veut de l'argent public parce que sinon on va mourir. Donc, notre responsabilité, c'est de dire à ces chefs d'entreprise, c'est de dire attendez, avant de verser des dividendes à vos actionnaires, vous avez l'obligation d'assurer la modernisation de vos outils de production. Voilà, et on ne le fait pas, ou en tout cas, on ne le fait pas suffisamment. Vous allez en parler, il y a une voix, il y a une majorité au Parlement européen ici pour défendre une position de ce type-là à l'heure actuelle, redéfinir les choses. Je crains d'être un peu isolé, j'espère que non, mais on verra demain dans le débat que nous aurons. Mais effectivement, c'est une position que d'autres ne portent pas. Ils sont plutôt sur le libre-échange, contre le protectionnisme. Alors effectivement, vu comme ça, Trump paraît comme protectionniste. Mais ça va au-delà de cela. Parce que pourquoi Trump a voulu taxer l'acier et l'aluminium? Pourquoi pas les pommes de terre? Pourquoi pas la viande? Pourquoi pas les céréales? Je ne sais quoi. Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que ce sont des secteurs stratégiques et aujourd'hui, les principaux producteurs mondiaux, ce sont les Chinois. 60% de part de marché, c'est les Chinois. 50% de la part de marché aluminium, ce sont les Chinois. Et petit à petit, l'air de rien, vaguelette après vaguelette, ils vont tous nous mettre à plat. Et après, ils n'auront plus qu'à ramasser les miettes. Alors qu'on peut considérer, ça a été le cas pendant des décennies en Europe et dans certains pays comme la France par exemple, que l'acier est justement ce que vous êtes en train de dire, une matière première et une industrie, la sidérurgie stratégique. Et qu'à ce titre-là, elle doit bénéficier quand même d'une attention particulière, différente des hamburgers, j'allais dire. Tout à fait. Et non seulement une attention particulière, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a des moments de crise, ces chefs d'industrie viennent nous tenir ce discours-là. Vous devez nous considérer autrement comme... Mais nous avons, nous, l'obligation de dire on ne va pas vous signer un chèque en blanc. On va baisser les impôts sur les sociétés. Certains États ont fait ce choix-là. On va vous donner des centaines de millions de tonnes de CO2 de droits pollués gratuitement. Eh bien, ces droits qu'on vous donne, il faut qu'ils soient dédiés à l'investissement. Gagner en compétitivité, gagner en productivité, mais surtout gagner en respect environnemental. Parce qu'aujourd'hui, le prix du CO2 va aller en augmentant et un des éléments principaux de la compétitivité des industries, ça sera le prix du CO2. Aujourd'hui, nous sommes en retard. Nous sommes en retard et nous ne devons pas attendre d'être devant une catastrophe pour réagir. Un peu ce que fait Trump. Aujourd'hui, il réagit devant une catastrophe où l'industrie d'acier américaine pourrait disparaître. Incident ou chose importante, grave et en tous les cas qui donne à penser sur toutes les questions qu'on aborde là, y compris les questions économiques, les questions d'échanges mondiaux, etc. C'est emblématique quand même cette question. C'est tout à fait vrai et c'est pour ça que peut-être, c'est quand même extraordinaire que ce soit Trump qui soit l'homme-là, si on en prend les bonnes analyses, se réinterroger sur cette politique mondiale, libre-échangiste, la loi du plus fort, la concurrence à outrance, produire toujours moins cher que moins cher.
Et à ce petit jeu-là, on sera tous perdants. Et on sera d'autant plus perdants qu'effectivement, le message qu'envoie l'Union européenne au reste du monde, c'est de dire eh bien, nous allons rentrer dans une guerre économique. Souvenez-vous, même si on n'en est pas encore là, ce qui s'est passé en 1929, c'est ce qui avait déclaré quand même la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Merci beaucoup, Édouard Martin. Merci. Merci à vous.